Bien, la séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables. Proposition présentée par M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues. Dans la suite de la discussion générale que nous avons entamée ce matin, la parole est à notre collègue Jean-Pierre Moga pour l'Union centriste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur l'auteur de la proposition de loi, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous débattons d'une question qui me semble majeure. Quel futur cadre de régulation de l'hydroélectricité française souhaitons-nous? Notre commission avait apporté des éléments de réponse avec l'adoption de la proposition de loi de notre collègue Daniel Gremillet tendant à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique. Les dispositions qu'elle comportait ont d'ailleurs été reprises dans le cadre de la loi Climat et Résilience, du 21 août dernier. En outre, une proposition de résolution tendant à lever les freins réglementaires et administratifs au plein essor de l'hydroélectricité avait été également déposée. Celle-ci demande par exemple au gouvernement de préserver notre modèle concessif dans la négociation européenne relative aux concessions hydrauliques. On ne saurait être plus clair. Je salue ainsi le travail conséquent pour un thème souvent omis dans les débats alors que nous parlons, et je tiens à le rappeler, de la première énergie renouvelable de France ainsi que de la principale source de stockage d'énergie. Mais il s'agit également d'une source d'énergie constituant une force française, celle de cette houille blanche, ayant permis à notre pays d'industrialiser ses vallées en montagne et de rester compétitif grâce à un prix de l'électricité faible. Toutefois, la question de l'ouverture à la concurrence se pose, et avec toujours plus d'acuité. C'est un enjeu particulièrement éprouvant qu'en absence de visibilité suffisante et donc de vision sur l'avenir des installations, cette filière n'investit plus. Preuve en est que les 40 premières concessions placées depuis 2016 sous régime transitoire. Or, de tels investissements permettraient à minima d'augmenter la production des installations actuelles. Je tiens également à rappeler que toute baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique doit nécessairement être compensée par une progression au moins équivalente des sources de production intermittentes. Or, seule l'hydroélectricité, parce qu'elle représente une source d'énergie décarbonée, modulable, stockable et décentralisée, est à même de remplir un tel défi. Dès lors, il faut apporter des solutions. Les auteurs de la proposition de loi proposent un constat que nous pouvons partager. Néanmoins, le fond du texte semble inopportun et inabouti. Premièrement, il existe une difficulté de principe. Ce texte aborde un véritable enjeu, mais par le bout de la lorgnette. Il constitue en effet un dispositif unilatéral, isolé, alors que des négociations globales sur le marché de l'électricité sont en cours avec la Commission européenne. En réalité, qu'il s'agisse de l'avenir des concessions hydrauliques, de la réforme du statut d'EDF, de l'ARENH, ou encore du financement du nouveau nucléaire, toutes ces questions sont étroitement liées et doivent alors s'inscrire dans un projet global. Tel n'est pas le cas du présent texte et je le regrette. C'est d'ailleurs face aux mises en demeure de la Commission européenne que le gouvernement a suspendu le renouvellement des concessions
à un accord avec l'exécutif européen. Secondement, il y a une réelle différence de fond. La proposition de loi n'apporte, selon nous, pas une réponse complète et pragmatique. En proposant une quasi-régie généralisée, englobant l'ensemble des concessions hydroélectriques françaises, celles du groupe EDF comme celles de ses concurrents, le texte supprime la distinction entre le régime de l'autorisation et celui de la concession. À ce titre, l'article 1er, bien au-delà du schéma envisagé par le projet Hercule, devenu Grand EDF. Par ailleurs, le dit article supprime le dispositif des sociétés d'économie mixte hydroélectrique quand il faut, bien au contraire, donner la possibilité aux collectivités de participer à la gestion des usages de l'eau. Quant à l'article 2, fixant à l'État l'objectif d'organiser un service public des énergies renouvelables, je ne peux que m'appuyer sur l'analyse de notre excellent rapporteur. Un tel article est largement satisfait par le droit existant et comporte un champ imprécis, laissant de côté la question des énergies renouvelables comme l'hydrogène ou décarbonées comme le nucléaire. C'est donc une proposition de loi d'appel qui aurait pu être un débat, tant le sujet et les réponses à aborder sont plus vastes. Pour quelles raisons les négociations avec la Commission européenne ont-elles échoué sur le projet Grand EDF? Quelles suites leur seront données? Quelles seraient précisément les modalités de la quasi-régie souhaitée par le gouvernement dans le cadre d'un EDF Azur et esquissée dans les articles 4 et 5 de l'avant-projet de loi fixant la réorganisation d'EDF? À quelques mois seulement de la présidentielle française de l'Union européenne, mais surtout à quelques mois de la prochaine élection présidentielle, comment ne pas avancer concrètement et sérieusement sur une question qui demandera assurément des choix concrets au prochain président? Comment ne pas regretter un statu quo empêchant le secteur hydraulique de se tourner vers l'avenir comme au secteur nucléaire de se réinventer? Aussi, pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Christian Billac pour le RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les tensions actuelles sur le prix de l'énergie nous rappellent combien il est primordial pour un État de rester maître de ses capacités de production et d'assurer sa sécurité d'approvisionnement. Cette expérience n'est malheureusement qu'un avant-goût des difficultés qui vont apparaître à l'avenir et qui s'aggraveront en l'absence de transition énergétique européenne volontariste. Les barrages hydroélectriques fournissent environ 13% de la production électrique et constituent des ouvrages indispensables pour accompagner le développement de l'offre de production d'énergie renouvelable, dans le cadre notamment d'une démarche de diversification de notre mix énergétique. C'est un rempart à l'intermittence des énergies renouvelables et contribue à préserver la stabilité de notre système électrique. On notera que sur certains cours d'eau, plusieurs barrages successifs ont été aménagés, ce qui implique de garantir une coordination de la gestion de ces ouvrages et d'éviter le morcellement des concessions. Cependant, comme évoqué dans l'exposé des motifs, il nous faut considérer, au-delà de la fonction première de production d'énergie, les autres missions qu'ils remplissent, comme par exemple celle d'écrêteur de crues. Je pense à nos régions méditerranéennes qui subissent des épisodes cévenols, sans oublier le rôle dans l'irrigation agricole, ou encore leur fonction de régulateur des niveaux de nappe astienne, alimentant en eau potable des bassins entiers de population.
Ils remplissent également, dans un grand nombre de nos régions, un rôle économique et attractif en matière d'activité touristique. C'est pourquoi je tiens à vous faire part de mon inquiétude quant à l'avenir de ces installations hydroélectriques. Il ne faudrait pas que l'aménagement et l'attractivité des territoires soient négligés au profit d'une logique de rentabilité à court terme, au détriment de l'intérêt général. Je ne me fais pas d'illusions quant à l'issue du vote sur ce texte que j'ai co-signé, mais il convient néanmoins de demeurer attentif à l'ensemble des enjeux. La ressource en eau va se raréfier en raison du réchauffement climatique et nous pourrions connaître demain des périodes de pénurie. C'est une des causes de l'emballement de la crise énergétique qui sévit en ce moment même avec la baisse de production des centrales hydroélectriques en Chine du fait de la sécheresse. Lors du renouvellement des concessions, il conviendra donc d'être particulièrement vigilant dans la rédaction des cahiers des charges. Faut-il pour cela placer les conditions en quasi-régie? Cette solution aurait le mérite d'éviter la mise en concurrence des concessions, mais cela provoque aussi l'inquiétude des collectivités qui gèrent des équipements via des SEM et qui perdraient des ressources non négligeables, d'autant qu'il s'agit souvent de collectivités rurales. Je rappelle toutefois que le projet Hercule prévoyait la mise en quasi-régie des concessions d'EDF. Il serait utile de poursuivre l'exercice réalisé il y a maintenant presque 10 ans, en 2013, par les députés Battistel et Estremont, dans leur rapport d'information sur l'hydroélectricité. Ils évaluaient la mise en quasi-régie de concessions d'EDF à environ 1,15 milliard d'euros net, ce qui constitue, on doit le reconnaître, un coût acceptable s'il permet de garder la maîtrise. Mais le sujet est vaste, avec la détermination des prix de l'AREN, la réorganisation du groupe EDF, le renouvellement des concessions. Toutes ces réformes sont liées. La France a jusqu'à maintenant tenu bon et préservé les barrages de la mise en concurrence, mais cela ne va pas sans difficulté, alors que les investissements requièrent de la visibilité, raison pour laquelle ils sont à ce jour bloqués. Dans tous les cas, il est urgent de tracer une nouvelle voie et d'impliquer les parlementaires dans cette décision, au regard de l'impact qu'elle peut avoir sur la politique énergétique de notre pays. La France n'est pas isolée. D'autres États membres ont fait l'objet de mise en demeure par la Commission européenne pour non-respect des règles de mise en concurrence, preuve supplémentaire du caractère éminemment stratégique de cette filière qu'il est impératif de préserver face aux lois du marché et de réguler à l'issue d'un débat parlementaire. Pour ma part, je ferai un vote favorable à cette proposition, même si elle est imparfaite, mais la majorité des membres du RDSE voteront comme toujours à leur âme et conscience et ne suivront pas forcément ma position. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Serge Mérillou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons à l'initiative du groupe écologiste Solidarité et Territoires, que je remercie pour cette initiative, vise à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables. Elle s'appuie sur un constat clair que nous partageons. Face à la pression de Bruxelles, nous devons sauver nos barrages d'une ouverture à la concurrence qui mettrait à mal notre souveraineté nationale. Cette mise en concurrence a été actée par le gouvernement français en 2006. Cette décision faisait d'ailleurs suite à la volonté de faire basculer les grandes entreprises publiques énergétiques dans des logiques de marché. En 2010, François Fillon, alors Premier ministre, s'était engagé à mettre en œuvre cette ouverture à la concurrence. Nous nous y étions opposés. Sous le gouvernement de gauche, en 2013, le rapport d'information de Marie-Noëlle Battistel et d'Éric Strootman aboutissait à un nouveau consensus. Il dénonçait notamment ce choix effectué à partir de 2006 et qui n'avait pas été assez discuté au regard de ses effets sur l'ensemble de la politique énergétique française.
Mes chers collègues, la logique libérale de la Commission européenne a maintes fois démontré son caractère destructeur et contre-productif, notamment en matière de prix pour les consommateurs. L'actualité est là pour le démontrer s'il en était nécessaire. Nous ne pouvons réduire les barrages au seul rôle économique de production d'électricité. Les enjeux sont multiples: gestion de l'eau, de la biodiversité, aménagement du territoire. Nos barrages, facilement pilotables, assurent également la sécurité des réseaux électriques français et européens. Ils sont capables de démarrer en quelques minutes et d'apporter la puissance nécessaire pour soutenir la fréquence du réseau. Ils sont enfin les seuls moyens pour redémarrer en autonomie et réaliser le renvoi de tension nécessaire aux centrales nucléaires pour qu'elles restaurent le réseau électrique. Il est donc essentiel qu'ils restent sous le contrôle de l'État. Face à la menace que représente cette mise en concurrence, la méthode proposée par cette PPL est-elle la plus opportune? Nous ne le pensons pas. Sur l'article 1, la mise en régie des barrages hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 4,5 MW pose problème, et cela malgré l'amendement de rectification proposé aujourd'hui. Cette PPL, malgré ses objectifs louables, n'est pas sans rappeler le projet Hercule qui proposait de créer une branche 100% publique dédiée à l'énergie hydroélectrique. Si nous la votons, nous actons le démantèlement d'EDF. Si nous la votons, nous condamnons l'HM et la CNR à disparaître dans un opérateur unique. Je ne peux que regretter la non-consultation des élus locaux, pourtant en première ligne sur ces questions. Nous pensons qu'une consultation à grande échelle ainsi qu'une réflexion sur la place des collectivités sont nécessaires. Enfin, qu'en sera-t-il du sort des salariés? Avec une telle réforme, quel serait le statut des nouveaux agents? Les syndicats nous ont exprimé leurs craintes pour ce statut si une pareille réorganisation était mise en œuvre. Cependant, nous pensons plus pertinent de réfléchir à la création d'un grand service public intégré de l'énergie. Fidèles à nos prises de position passées, nous considérons essentiel de penser une réforme de l'énergie dans sa globalité. Nous devons collectivement dénoncer cette logique libérale néfaste pour le développement du secteur, pour les salariés, mais aussi pour les usagers. Elle est responsable de la désorganisation du marché de l'électricité. Le groupe socialiste exhorte le gouvernement à profiter de la future présidence française de l'UE pour demander un bilan de la déréglementation des marchés de l'énergie et de ne pas livrer aux forces du marché l'électricité et l'eau qui constituent un bien commun et qui doivent rester sous maîtrise publique avec un groupe EDF demeurant intégré. Enfin, nous réaffirmons la nécessité de se doter d'une vraie stratégie en matière d'énergie afin de maintenir notre souveraineté et de lutter contre la précarité énergétique. Vous l'aurez compris, le groupe socialiste ne votera pas ce texte. Malgré ses bonnes intentions, cette PPL ne formule pas les bonnes solutions. Je vous remercie. Bien, merci. La parole est désormais à Bernard Buis pour le Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur l'auteur de la proposition de loi, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce jour a ce précieux mérite de poser une bonne question. Quid de nos concessions hydroélectriques? La France est le premier producteur hydroélectrique de l'Union européenne. Sur le continent européen, elle est seulement devancée par la Norvège. Le sujet est donc tout sauf accessoire. D'autant plus que cette énergie nous fascine, en particulier au Sénat. Je rappelle que c'est le deuxième texte que nous examinons sur le sujet en l'espace de quelques mois. Je veux bien sûr penser à la PPL de notre collègue Daniel Gremillet. Cet attrait peut s'expliquer par le patrimoine, parfois monumental, de nos barrages.
Les centrales hydroélectriques reflètent en effet l'intelligence et la haute maîtrise technique et architecturale de nos ingénieurs. En s'inspirant des influences internationales, en adoptant des matériaux modernes, ces derniers ont réussi à conjuguer avec esthétisme la puissance motrice de nos rivières avec la topographie complexe de nos territoires montagneux. La gigantesque centrale hydroélectrique de Romanche-Gavet en Isère, inaugurée il y a un an, quasiment jour pour jour, nous démontre que notre hydroélectricité a encore un rôle majeur à jouer. Nous voulons donc tous préserver cette richesse, la conforter, l'enrichir, d'autant plus que cette énergie est vertueuse pour la planète. Sur ce point, je comprends parfaitement les intentions des auteurs de ce texte. Pour autant, est-ce que la loi peut tout résoudre ? Je ne le pense pas. La réalité est beaucoup plus complexe. La production hydroélectrique en France est régie par la loi du 16 octobre 1919 qui stipule que nul ne peut disposer des énergies des marais, des lacs et des cours d'eau sans une concession ou une autorisation de l'État. Le parc hydroélectrique français s'est construit après ces concessions, avant 1936 d'une part, après 1945 d'autre part. La durée de 75 ans conduit donc à une première vague de concessions arrivant à échéance avant 2015, la deuxième, la plus importante, déparant en 2025 dans un processus en perpétuelle reconduction. Dans le même temps, le renouvellement des concessions est l'objet d'un contentieux avec la Commission européenne qui a transmis 2 lettres de mise en demeure à la France en 2015 et 2019. Dit autrement, Bruxelles souhaite qu'à chaque renouvellement de concession, tous les opérateurs qui le souhaitent, français et étrangers, puissent concourir. Pour autant, sans perspective durable, certaines concessions se prolongent. Je citerai la Compagnie nationale du Rhône, qui gère avec beaucoup d'efficacité plusieurs concessions hydroélectriques depuis 1948, tout en assumant d'importantes obligations de service public. Aussi, le mois dernier, la concession de la CNR a été prolongée jusqu'en 2041. Cette prolongation a été approuvée par la Commission européenne. De fait, dans ce contexte incertain pour nos barrages, que propose le texte ? La création d'une quasi-régie pour l'ensemble des installations hydrauliques. Solution simple, radicale, mais contre-productive. D'une part, sans concertation, ni avec la Commission européenne, ni avec les acteurs concernés, élus, gestionnaires, voire les salariés. Le texte se risque à de lourds contentieux. Ensuite, le prix à payer pour une telle planification serait lourd de conséquences. Quid de l'indemnisation des concessions non échues, du reclassement des salariés? Tout cela a un coût estimé à plusieurs milliards d'euros. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Mais sur le fond, nous considérons tous ici qu'au vu de la rareté de l'eau, de ses enjeux stratégiques, économiques, climatiques, ce n'est pas un bien comme les autres. Le projet Hercule prévoyait d'ailleurs de mettre en quasi-régie l'ensemble des concessions détenues par EDF. Mais le projet étant désormais caduc, tout reste à écrire. Mais c'est une écriture qui doit dépasser les murs frottés de cette haute assemblée. Ainsi, le service public des énergies renouvelables, proposé par l'article 2, est un objectif louable, mais déjà satisfait par le droit existant. Les missions de la Direction générale du climat et de l'ADEME sont pleinement compétentes sur ces sujets. La concertation doit donc se poursuivre. Le texte présenté permet d'ouvrir le débat, mais restons-en au débat pour l'instant. Notre groupe ne pourra donc pas voter en faveur de cette proposition de loi. Bien, merci, chers collègues. La parole est désormais à Michel Savin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables. La Commission des affaires économiques a rejeté ce texte la semaine dernière du fait de son mauvais calibrage et du manque de concertation concernant son dépôt. À titre personnel et au nom de mon groupe aussi, je soutiendrai bien évidemment cette position lors du vote sur ce texte.
Je connais l'engagement de mes collègues concernant l'avenir de nos concessions hydroélectriques. Et je tiens à saluer ici la mise en place d'un groupe de travail transpartisan sur les réformes du marché de l'électricité confié à nos collègues Daniel Gremillet, Patrice Chauvet et Jean-Claude Tissot. Je tiens également à saluer les avancées d'ores et déjà permises lors de l'adoption de la proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique, dont les dispositions ont été largement reprises dans le cadre de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. En ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe, le Parlement s'est saisi à plusieurs reprises de ce sujet. Ici même au Sénat, le 11 décembre 2019, Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, lors d'un débat sur notre politique énergétique, affirmait que le gouvernement était en train de négocier avec la Commission européenne concernant ce sujet. L'objectif était de trouver une voie de sortie pour éviter la mise en concurrence. Position réaffirmée le 12 janvier 2021 sur le risque de blackout énergétique et également le 13 janvier 2021 sur l'avenir de l'entreprise EDF et du projet Hercule. De nombreux travaux de commissions et divers groupes aux missions ont également été réalisés. Il convient également de rappeler que dans un référé datant du 2 septembre 2013, la Cour des comptes a souligné qu'il était impossible de rester au statu quo car la prolongation des concessions au-delà de leur durée n'entraîne pas un renouvellement des redevances, autrement dit, l'État perd de l'argent. Ainsi, la problématique du statut de nos infrastructures hydroélectriques n'est malheureusement pas réglée à ce jour. Je suis un sénateur alpin, issu d'un territoire dans lequel sont implantées 10 centrales hydroélectriques de grande taille, parmi les plus grandes de France. J'entends au quotidien les inquiétudes des acteurs de cette filière de pointe, qui permet de produire de manière propre une électricité, mais également de réguler cette production. Je souhaite rappeler ici qu'en 2015, puis en 2019, la Commission européenne a mis en demeure la France pour faire en sorte que les marchés publics dans le secteur de l'énergie hydroélectrique soient attribués et renouvelés dans le respect du droit européen. Ces mises en demeure visaient le renouvellement ou la prolongation de concessions hydroélectriques sans recours à des procédures d'appel d'offres. Ainsi, le stock des contrats échus devait atteindre le chiffre de 150 concessions sur un total de 400 en 2023. Le gouvernement réfléchissait à une réorganisation du groupe EDF et étudiait plusieurs scénarios pour le renouvellement des concessions, y compris la voie consistant à les renouveler sans mise en concurrence pour les confier à une structure publique dédiée, contrôlée par l'État. Or, il semble que le projet Hercule ait été abandonné au printemps. Aujourd'hui, Madame la ministre, 6 problèmes majeurs pourraient être provoqués par la mise en concurrence des concessions. L'assurance des conditions de sécurité face à des acteurs qui arriveraient de manière opportune sur le marché. Une impossibilité de répondre à tous les besoins des populations dans un contexte de raréfaction de l'eau due au changement climatique. Troisièmement, des difficultés pour les acteurs locaux, agriculture, tourisme, à continuer de profiter des retenues d'eau. Un risque aussi pour la sécurité des ouvrages hydroélectriques. Une possible hausse des prix de l'électricité et enfin, des difficultés à faire fonctionner correctement le système de distribution d'électricité. Pour toutes ces raisons, il est urgent que le gouvernement s'engage dans une démarche transparente visant à résoudre cette problématique. Il semblerait qu'un changement de régime des installations hydroélectriques serait une solution idoine à condition que cela se fasse dans un dialogue ouvert et respectueux de tous. Soyez ambitieux, Madame la ministre, et offrons aux concessions hydroélectriques une réponse à la hauteur des enjeux. Il en va de notre transition et de notre souveraineté énergétique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et la parole est maintenant à Jean-Jacques Michau, du groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tenais en préambule à remercier notre collègue Guillaume Gontard et le groupe écologiste pour nous permettre, à la faveur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, de débattre de la question de l'hydroélectricité en France. Élu d'un département comptant une vingtaine de barrages,
Je suis sensible à l'initiative de nos collègues, les barrages sont essentiels à notre industrie et à nos emplois. Oui, l'avenir des barrages et de leurs centrales de production sont un enjeu fondamental pour les territoires. L'hydroélectricité constitue une source d'énergie de premier plan parmi les sources d'énergie les plus décarbonées et un levier essentiel de développement économique pour nos territoires ruraux, en particulier en zone de montagne. Source d'énergie peu émissible, stockable et modulable, l'hydroélectricité n'a jamais été aussi nécessaire face à l'urgence climatique qui nous oblige à relancer notre économie en accélérant sa décarbonation. Enfin, l'eau n'est pas un produit quelconque, c'est un bien commun et cela mérite que l'on s'y attarde. Les barrages ne sont pas destinés à la seule production d'énergie, nous le savons bien, ils sont acteurs de la gestion de l'eau sur nos territoires. Le tourisme, la pêche, l'irrigation, l'eau potable, la régulation des débits dépendent directement de leur activité. Alors oui, si cette PPL est la bienvenue parce qu'elle nous permet de rouvrir le débat à l'heure où les projets de réforme d'EDF sont au point mort. Car, rappelons-le, la France est engagée dans un véritable bras de fer avec l'Europe qui nous demande la mise en concurrence de nos concessions hydrauliques et c'est le cadre dans lequel nous sommes amenés à débattre aujourd'hui. Pourtant, ce texte qui vise à créer une quasi-régie pour les 400 gros barrages actuellement exploités sous concession et à créer un service public des énergies renouvelables nous paraît peu adapté aux enjeux que nous venons de rappeler. D'abord parce que ce projet pourrait ouvrir une brèche. EDF est le plus gros producteur, représentant plus de 80% de la production française d'hydroélectricité, contre 14% pour la CNR et 3% pour la chaîne. Cela signifierait donc à terme pour EDF la perte de sa branche hydroélectrique et la disparition de la chaîne et de la CNR. Nous y sommes fondamentalement opposés. De plus, quelle place occuperaient les collectivités dans ce schéma? Quel sort sera réservé aux salariés des concessions supprimées? Et comment résoudre le problème des conséquences financières liées au rachat des concessions non échues? Nous n'en savons rien. Mes chers collègues, nous le constatons aujourd'hui, la question cruciale de l'advenir des barrages de l'Hexagone dépend directement du projet de restructuration d'EDF. C'est pour le groupe socialiste l'occasion de réaffirmer notre attachement à un grand service public de l'énergie. Avec EDF, nous disposons d'un champion national mais aussi international avec un parc de production d'électricité parmi les plus décarbonés au monde. EDF doit rester un grand groupe intégré pour conserver un rôle central en termes d'indépendance énergétique de notre pays, de maîtrise de notre politique énergétique et de transition écologique. Les crises actuelles nous rappellent combien un service public fort est nécessaire pour affronter les défis sanitaires, économiques et climatiques. Or, l'ouverture à la concurrence n'a pour l'instant ni favorisé l'émergence de nouvelles capacités de production par ses fournisseurs alternatifs, ni profité aux consommateurs. Au contraire, parce que l'énergie est un bien commun, nous nous battrons afin qu'elle reste aussi un service public dont l'unique objectif est l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Guillaume Chevrollier du groupe des Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la transition énergétique avec l'objectif de neutralité carbone en 2050 ne saurait être atteinte qu'en développant un mix énergétique équilibré et optimisé économiquement, combinant électricité et gaz renouvelables, notamment le gaz verdi. Et l'hydroélectricité est naturellement une énergie importante dans notre mix énergétique. Elle constitue d'ailleurs la deuxième source d'électricité en France derrière le nucléaire et la première énergie renouvelable en France. Sa production était en hausse en 2020 avec 8,4% par rapport à l'année précédente, permettant de couvrir 13,5% de l'électricité consommée sur l'année. En outre, elle a le mérite, par rapport aux autres énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le solaire, d'être pilotable et flexible. Elle répond donc au mieux aux pointes de consommation lorsqu'elle est associée à une retenue d'eau créée par un barrage et elle assure une production de base lorsque les centrales sont installées au fil de l'eau. Elle représente aussi une des sources d'énergie les plus décarbonées.
son intérêt sur le plan énergétique et climatique est donc certain, surtout à l'heure du changement climatique, à l'heure où la ressource en eau est rare. Et même si tout cela a des impacts, puisqu'on le voit, une sécheresse en Chine a fait baisser le niveau d'eau des barrages, qui a entraîné le report sur la production électrique avec le gaz, et cette augmentation de la tension sur le marché du gaz entraîne une hausse des prix qui a un impact aussi sur le territoire national, dans nos territoires, pour les ménages et pour nos entreprises. Cette proposition de loi est donc proposée avec 2 articles. Le premier, qui pose que les installations électriques hydrauliques placées sous le régime de la concession et dont la puissance excède 4500 kW soient placées sous un régime de quasi-régie afin d'éviter la mise en concurrence. Le second article inscrit l'objectif d'organiser un service public des énergies renouvelables au sein du Code de l'énergie. Le devenir des concessions hydroélectriques est un sujet de préoccupation. Il en va de l'avenir de notre transition et de notre souveraineté énergétique. En 2015, puis en 2019, la Commission européenne a mis en demeure la France pour faire en sorte que les marchés publics dans le secteur de l'énergie hydroélectrique soient attribués et renouvelés dans le respect du droit européen. Ces mises en demeure visaient le renouvellement ou la prolongation de concessions hydroélectriques sans recours à des procédures d'appel d'offres. Ainsi, le stock des contrats échus devrait atteindre le chiffre de 150 concessions, soit un total de 400, dont 80% gérés par EDF en 2023. Le gouvernement réfléchissait à une réorganisation du groupe EDF et étudiait plusieurs scénarios pour le renouvellement des concessions, y compris la voie consistant à les renouveler sans mise en concurrence pour les confier à une structure publique dédiée et contrôlée par l'État. Il semble aujourd'hui que le projet Hercule ait été abandonné au printemps. Les enjeux sont structurants pour l'avenir de la souveraineté et de la transition énergétique du pays. Et cette proposition de loi qui pose le sujet, mais qui pose aussi plusieurs difficultés, déjà exprimées par le rapporteur. Donc je suivrai donc sa position, ainsi que la position de la Commission des affaires économiques du Sénat, tout en formulant le vœu qu'en concertation avec les différents acteurs soit trouvée une vraie réponse à la hauteur de l'enjeu, tout en rappelant l'engagement politique qui doit être le nôtre afin que l'hydroélectricité soit au cœur de la transition écologique dans la relance économique de la France. Je vous remercie. Bien, et merci chers collègues. Donc nous allons maintenant donner la parole à Daniel Chassaing pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Dans notre pays, l'électricité que nous produisons et consommons provient majoritairement de l'énergie nucléaire. Nous faisons le choix responsable de décarboner ce secteur. Ce choix doit prendre en compte l'avenir d'un mix énergétique stable, assurant en priorité notre souveraineté ainsi qu'une certaine indépendance. À ce titre, je pense qu'il faut augmenter le nucléaire dans notre bouquet énergétique. C'est d'autant plus nécessaire dans un contexte où nous fermons nos 4 centrales à charbon, énergie qui se développe beaucoup en Asie, en Afrique, en Australie et que beaucoup de nos voisins continuent d'exploiter dans l'avenir. Dans ce cadre, nous devons disposer d'une énergie nucléaire en quantité suffisante, complétée par des énergies renouvelables. Cela pourrait une réindustrialisation nécessaire de notre pays et la restructuration de l'appareil productif pour de l'électromobilité. Cela, bien sûr, pour l'emploi, pour avoir des cotisations, pour le maintien de nos retraites, de nos acquis sociaux, de la sécurité sociale, socle de notre démocratie. Dans ces énergies renouvelables, il en est une vieille comme le monde, c'est l'eau. La construction de barrages, de centrales, la mise en place de stations de transfert d'énergie par pompage, dites STEP, sont d'autant d'évolutions qui font de notre force hydroélectrique. Cette filière représente 25 000 emplois dans nos territoires et produit 12% de l'énergie renouvelable et a aussi un rôle touristique avec les barrages. Malheureusement, plusieurs projets de STEP sont retardés car l'Europe ne donne pas à EDF le droit de proroger les concessions, dont une en Corrèze,
et ailleurs, bien sûr, cela est complètement scandaleux. Dans l'avenir, si les appels d'offres étaient mondialisés, nous aurions peut-être une gestion des barrages de la Dordogne, de la Truyère et d'autres depuis Pékin, Shanghai. Ce n'est pas acceptable. La gestion de ces infrastructures doit rester entre les mains de nos opérateurs nationaux qui participent à la défense de nos intérêts stratégiques et de l'emploi. Ils ont aussi un impact sur la vie des territoires grâce aux liens financiers avec les collectivités locales. Je pense que nous devons placer ce patrimoine hydroélectrique sous un régime protecteur. Par cette proposition de loi, nos collègues écologistes, que je remercie, pointent un sujet essentiel pour l'avenir de nos barrages et centrales hydroélectriques et de nos territoires. L'arrivée à terme de nombreuses concessions et le danger que cela suscite pour la gestion future de ces infrastructures stratégiques. L'hydroélectricité, comme le nucléaire, représente un enjeu de souveraineté pour notre pays. L'hydroélectricité n'est pas un bien comme les autres. Il est important que sa production revête des impératifs de sécurité et de sûreté. Placées sous le régime de la quasi-régie, les installations hydrauliques de plus de 4,5 MW présentent des avantages d'une solution simple, mais des inconvénients, comme l'a justement fait remarquer notre rapporteur. Le texte de l'article 1er propose une mesure juridiquement fragile qui, de plus, est accueillie défavorablement par les acteurs en présence. Il est clair que le régime d'exploitation des barrages hydroélectriques doit s'inscrire dans une réflexion globale menée au niveau européen afin de considérer le secteur de la production électrique et ses spécificités et de le protéger des influences étrangères. Concernant l'article 2, la volonté d'un développement global des énergies renouvelables nous paraît indispensable. Des engagements internationaux, européens et nationaux que nous avons pris. Mais, Madame la Ministre, nous devons réussir cette protection nationale de l'hydroélectricité dans notre prochaine présidence de l'UE. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants, en majorité, s'abstiendra, d'autres voteront contre. Merci. Merci, chers collègues. Donc, la discussion générale est close sur ce texte. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons donc directement à la discussion des articles de la proposition de loi initiale. Nous sommes saisis d'un amendement sur l'article 1er. C'est Monsieur Salmon qui le présente. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Cet amendement vient apporter des précisions juridiques à notre texte. Il est apparu en commission qu'il y avait besoin de préciser un certain nombre de données. La première concerne la mise en application de ce régime de quasi-régie. Il n'entrera en application qu'à la fin des concessions, lorsque le contrat est échu. Donc cela solutionne un certain nombre de données, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'indemnité à la fin, d'indemnité de changement de régime, puisqu'on arrive à la fin de la concession. Donc voilà, ça lève un écueil. Le deuxième point concerne la nature des barrages. Il ne s'agit ici que des barrages de plus de 4,5 MW de puissance. Et donc, cette proposition de loi ne touche pas aux barrages de moins de 4,5 MW. Et donc, cela aussi solutionne un point qui est souvent revenu, celui des sociétés d'économie mixte, puisque cette proposition de loi, ne concerne pas ces barrages. Donc voilà, deux écueils de soulever. Donc je pense que cela va contribuer à aller dans le sens d'un vote consensuel sur cette proposition de loi. Merci. Merci. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Non. Ah pardon, avis de la commission, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Le présent amendement entend corriger deux effets de bord identifiés par la Commission en appliquant le mécanisme de quasi-régie aux seules concessions échues, aux seules installations hydrauliques concédées. Si ces modifications sont utiles, elles ne suffisent pas à rendre le mécanisme de quasi-régie
opérants. Tout d'abord, le périmètre de la quasi-régie est trop large. D'une part, il engloberait non seulement les concessions du groupe EDF, mais aussi celles de ses concurrents. D'autre part, ce périmètre n'exclurait pas les concessions transfrontalières. Plus encore, une quasi-régie nationale serait préférée aux sociétés d'économie mixte hydroélectrique locales. Enfin, aucune condition financière n'est prévue. Pour toutes ces raisons, je vous propose un avis défavorable sur cet amendement. Merci. Donc un avis défavorable de la commission. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sur cet amendement qui vient utilement effectivement rétablir le régime d'autorisation pour les installations hydroélectriques de moins de 4,5 MW qui était supprimé sans alternative à l'article 1 de la proposition de loi. Comme il vient également préciser que les conditions hydroélectriques ne seraient versées dans la quasi-régie qu'à compter de leur échéance, ce qui éviterait effectivement l'indemnisation des concessionnaires actuels. J'ai des réserves sur cette situation complexe que l'on créerait à faire entrer dans des temps différents et dans un calendrier différent une partie des concessions, celle déjà échue, qui serait alors dans la quasi-régie, alors que les autres resteraient, sauf décision contraire, dans l'actuelle entité les gérants. On aurait donc une scission de ces activités qui durerait potentiellement très longtemps, puisque certaines concessions sont valables jusqu'en 2050. Dans la quasi-régie que nous voulons créer, je le redis bien, pour gérer les concessions d'EDF, l'idée est bien de les affecter tout en même temps pour que l'on demeure sur une entité cohérente. Je le dis, je l'affirme absolument. Globalement, donc ces précisions, elles ne suffisent pas malheureusement à rendre l'article 1er opérant, puisqu'il ne crée pas la structure appelée à jouer le rôle de quasi-régie et ne précise entre autres ni sa gouvernance ni les dispositions qui permettraient de s'assurer des 3 exigences fondant une quasi-régie: le contrôle de l'État analogue à celui qu'il exerce sur ses services, l'absence de participation directe aux capitaux privés et plus de 80% de l'activité de la quasi-régie dévolue aux missions d'exploitation des concessions hydroélectriques. L'article donc ainsi amendé pourrait avoir même involontairement des effets négatifs. Je suis donc pour un avis défavorable sur cet amendement. Bien, nous avons donc un double avis défavorable de la commission et du gouvernement. Monsieur Gontard. Oui, merci Monsieur le Président. Non, je voulais apporter quelques précisions par rapport à ce qu'a pu dire le rapporteur et Madame la ministre. J'entends par rapport à ce que dit le rapporteur, enfin déjà sur la question des SEM, parce que j'ai vu que c'était intervenu beaucoup dans les différents orateurs ou oratrices. La question des SEM est bien évacuée, puisque avec cet amendement, on précise bien, s'il fallait, qu'on est bien sur les concessions au-delà de 4,5 MW. Donc, bien entendu, ça ne concerne pas le fonctionnement des SEM et l'intégration du coup des collectivités, etc. On est bien d'accord, et notamment le texte de notre collègue Grémillet, effectivement, qui traitait de ce sujet, et pour le coup, qui traitait des concessions en dessous de 4,5. Mais sur ce que me dit Madame la ministre, c'est vrai que j'ai une petite question, enfin en tout cas, je suis même rassuré en fait, parce que vous êtes en train de m'expliquer, nous justement on faisait cette précision, que les différentes concessions étaient reprises en arrivant à échéance. Et on nous a rétorqué en disant, attention, comment vous allez financer ce projet? Vous nous dites, non, on va les reprendre tout d'un coup. Et donc, ce qui me fait dire que vous avez donc du coup cette solution budgétaire. Vous savez comment le financer, ce qui est plutôt très rassurant et ce qui donne du coup du crédit plutôt à notre proposition. Donc, vous allez certainement nous expliquer d'ailleurs financièrement. Moi, je l'expliquerai tout à l'heure puisque bien sûr, on a regardé ce côté financier. Mais après, c'est sûr que nous, on pense qu'il est mieux, et on a un certain nombre, et si on regarde les différentes concessions, que ce soit EDF, que ce soit la CNR, ou que ce soit la CHEM, arrivent à des dates différentes. Il vaut mieux les reprendre à mesure, et notamment aussi pour l'intégration des salariés. Et puis, je répète aussi que dans une quasi-régie, on peut retrouver des EPIC, et on pourrait retrouver que ça soit EDF, que ça soit la CHEM ou que ça soit la CNR. Ça, c'est un choix et ça serait un choix du gouvernement. Et là, j'interpelle aussi Madame la ministre sur ce sujet. Merci. Bien, merci. Y a-t-il des demandes d'intervention supplémentaires? Non. Donc, nous allons passer au vote sur cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'amendement n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 1
S'il n'y a pas de demande d'intervention, donc qui est pour l'article 1? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 1 n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 2 sur lequel il n'y a pas d'amendement. Je vous rappelle que si cet article n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi dans la mesure où les deux articles qui la composent auraient été supprimés. Il n'y aurait donc pas d'explication de vote sur l'ensemble. C'est donc maintenant qu'il faut en faire si vous souhaitez le faire. Quelqu'un demande-t-il la parole? Monsieur Gontard. Merci, Monsieur le Président. Non, je voulais réintervenir sur effectivement les différentes interventions qu'on a pu avoir, parce que c'est vrai que j'ai écouté attentivement, j'ai écouté les différents critiques ou reproches qu'il pouvait y avoir sur cette proposition, mais je cherche encore l'autre solution, c'est-à-dire quelle solution on a sur la table pour répondre à cette question-là. Et c'est vrai que je ne l'ai pas entendu, que ce soit sur les différents bancs, je n'ai pas entendu de solution. Alors oui, on me dit un grand service intégré. Moi, alors là, je le souhaite, mais alors, vraiment. Mais j'ai entendu certains qui m'ont dit un grand service intégré, mais ce sont les mêmes qui, avec des gouvernements différents, ont désintégré ce service intégré. Donc, ça me pose quand même question. Et je ne m'adressais pas à toi, Fabien Gay. Mais donc, du coup, ce grand service intégré, moi, je l'appelle de mes voeux. Mais est-ce qu'il est compatible actuellement avec la question européenne? On sait que non. Donc, c'est vrai qu'on peut le vouloir, et on sait aussi, et ça a été dit et rappelé, qu'on a cette urgence. On a cette urgence puisque les concessions, on a 140 concessions qui sont arrivées à terme, sur lesquelles il va falloir trouver très rapidement une solution, parce que pour des questions de sécurité, pour des questions d'investissement, et qu'on ne peut pas en rester là. Et donc, pour moi, cette solution de la quasi-régie était un premier pas. Pour moi, c'est réellement un premier pas pour bien sûr aller vers un service public, faire un service public intégré. Donc c'est vrai que je ne comprends pas tellement la solution. Moi, je veux bien un service intégré, mais comment on fait? Comment on fait rapidement? Comment on le met en œuvre tout de suite? Avec des négociations, on me dit, avec la Commission européenne. Pour le coup, ces négociations et ces discussions ont déjà eu lieu. On a déjà des écrits qui nous disent la quasi-régie est la seule solution pour s'en sortir. Donc je ne comprends pas pourquoi on tourne autour du pot alors que la solution est là. Monsieur Fabien Gay. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais vu ce que je viens d'entendre, je vais quand même intervenir. Parce que moi, je veux bien prendre toutes les leçons qui vaillent. Mais enfin, s'il y en a qui ne se rappellent pas que les écologistes ont été membres du gouvernement d'Hollande, moi je m'en rappelle, notamment lorsque Manuel Valls a traité avec la Commission européenne et s'est aplati devant la Commission européenne sur la question des barrages hydroélectriques. Et ensuite, s'il faut rappeler que les écologistes et d'autres ont voté tous les paquets énergétiques au niveau européen et que ce n'est pas les mêmes débats qu'il y a ici, je pourrais le faire. Moi, pourquoi je suis contre cela? Parce que c'est, et vous l'avez dit, c'est la proposition du gouvernement et de la Commission européenne, la quasi-régie. C'est ça qu'ils nous proposent, pour ne pas sortir la question du marché et des lois du marché. Parce que même la quasi-régie ne sort pas la question des barrages hydroélectriques du marché. Et donc, vous ne l'avez pas entendu, mais je répète, mais c'est un combat politique. Et nous l'assumons. Nous sommes pour sortir l'énergie de secteurs marchands. Et bien sûr que c'est complexe. Bien sûr que nous sommes seuls. Mais c'est une bataille politique. Et il y a une nécessité. Parce que nous voyons que depuis la libéralisation et l'Europe du marché qu'on nous a vendue depuis Barcelone 2002, c'est là où nous sommes en difficulté. Et c'est là où les consommateurs, les consommatrices et les salariés en payent aujourd'hui le fruit. Donc nous aurons une bataille. Et nous n'allons pas aujourd'hui accepter la quasi-régie pour demain, quand il y aura un nouveau gouvernement au lendemain des élections présidentielles et législatives, combattre le projet Grand EDF avec la quasi-régie. Nous pensons qu'il faut sortir les lois du marché, l'hydroélectricité, et surtout, je n'ai pas entendu le grand service public du renouvelable qui allait le diriger. Est-ce que c'est EDF ou une autre entité?
Et est-ce que cet grand service public de renouvelable sera 100% public ou libéralisé et vendu au privé, ce que veut faire le gouvernement, même dans la main avec la Commission européenne et aujourd'hui avec le groupe écologiste? Je vous remercie. Monsieur Salmon. Merci, Monsieur le Président. Bon, nous arrivons au bout de l'examen de cette proposition de loi. Beaucoup d'expressions ont eu lieu. On entend une expression généralisée qu'il faut mettre à l'abri de la concurrence nos barrages. Et nos barrages, ce n'est pas simplement de l'électricité, même si on parle des barrages hydroélectriques, c'est beaucoup d'autres choses. On l'a explicité, c'est l'irrigation, c'est le tourisme, c'est le refroidissement des centrales, et donc c'est une entité entière. Ce qui justifie cette proposition de loi qui vise à prendre cette entité barrage hydroélectrique dans son ensemble et ne pas reprendre l'ensemble de ce grand service qu'on certains appellent de leur vœu, le grand service de l'énergie. Non, on peut tout à fait scinder au niveau des barrages parce que ça a une logique. Lorsque l'on parle de quasi-régie, on est 100% public. Alors j'entends dire que ça ne serait pas encore assez public. Qu'est-ce qu'il faut faire? 150% public? Non, je pense que là, il faut être sérieux. Quasi-régie, c'est un terme juridique qui est défini, c'est du 100% public. Ensuite, bon, on pourrait parler de certaines arguties, je l'ai déjà dit dans ma déclaration générale, mais c'est surprenant. Ici, on me parle, par exemple, que dans notre service public des énergies renouvelables, on ne parle pas de l'hydrogène. L'hydrogène n'est en rien une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie, donc ça n'a rien à faire là. On nous dit qu'on ne parle pas de nucléaire, mais le nucléaire n'est en rien une énergie renouvelable. L'uranium, que je sache, n'est pas renouvelable, sans parler du fait qu'on n'en produit pas un gramme en France. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, cette proposition de loi est complètement cohérente et c'est vraiment regrettable qu'on entend ici le fait qu'elle ne va pas être votée, mais c'est remettre à beaucoup plus tard ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui et on voit bien qu'il n'y a pas de plan B. Donc, je vous invite, vous pouvez encore changer d'avis. Merci. Monsieur Montaugé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Monsieur Gontard est provocateur. Il n'y a que dans les partis totalitaires que tout le monde est toujours d'accord sur ce qui est proposé. Donc ce sujet de l'énergie fait partie des questions extrêmement difficiles qui engagent profondément notre avenir. Il y a quelques temps, c'était hier, et j'en remercie la présidente de la Commission des affaires économiques, nous avons auditionné un professeur d'université, quelqu'un qui sait, je pense, de quoi il parle, plutôt d'inspiration libérale, si j'ai bien compris, mais qui nous a dit clairement que pour lui, il y avait un fort enjeu à ce que le service de l'électricité, la réorganisation du marché se fasse dans un cadre vertical, intégré, ce que, en tout cas, dans mon groupe, nous appelons de nos voeux, mais nous ne sommes pas les seuls. Voilà. Je note par ailleurs, et je tiens à le souligner, même si on peut s'interroger sur ce qu'il y a derrière les mots, que le ministre de l'économie lui-même, M. Le Maire, a fait le constat de l'inefficacité du marché de l'électricité tel qu'il s'est construit au cours des décennies passées. Voilà. Et je dis, comme lui semble le dire à partir de ses déclarations, que tout le monde y a gagné, sauf le consommateur, depuis 20 ans. Donc il y a quand même un problème de fond. Et je ne pense pas, comme ça a été dit par mes collègues et par beaucoup de monde ici, que c'est en saucissonnant la problématique de la production et de la vente, quelque part, de l'électricité, qu'on réglera cette question de fond extrêmement complexe. Il y a là un enjeu politique extrêmement fort pour notre pays et les années à venir. Il faut prendre ce sujet dans sa globalité, en prenant en compte également l'ensemble des modes de production possibles. Voilà, merci. Merci. Madame la Présidente Primas. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. D'abord, je voudrais remercier le groupe pour avoir déposé cette proposition de loi
qui est finalement une ode généralisée à l'hydroélectricité de la part de tout le monde. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, puisqu'on a parlé d'électricité, mais aussi de capacité en termes environnementaux, en termes économiques. Et je suis contente donc, que ces barrages, finalement ces retenues d'eau, soient aujourd'hui la source d'une satisfaction générale. Et je me tourne vers nos amis écologistes. Deuxièmement, le débat, vous le voyez bien, Madame la Ministre, tourne autour de 2 points. Aujourd'hui, il tourne d'abord sur l'avenir d'EDF. Et vous avez compris que sur ces bancs, nous sommes un peu frustrés de ne pas avoir eu ce débat sur l'avenir d'EDF. Il y a beaucoup de négociations qui se sont passées au niveau européen pour restructurer EDF d'une façon ou d'une autre. Et nous ne serons pas d'accord, je pense, sur tous les bancs pour le restructurer de la même façon, mais donner à EDF de l'élan, donner à EDF les capacités d'être le leader énergéticien que l'on connaît, c'est un sujet, c'est un débat qui n'est pas médiocre. Or, d'après ce que je comprends, aujourd'hui, il y a quasiment un accord avec l'Europe. Et donc, de ne pas faire ce débat avant le débat présidentiel me semble être extrêmement frustrant pour la représentation nationale, mais aussi extrêmement dommageable pour EDF. Deuxième débat qu'il me semble voir dans nos débats aujourd'hui, c'est la stratégie énergétique de la France dans son ensemble. Alors j'ai bien compris que nous avions dans les investissements 2030 quelques SMR qui apparaissaient, que nous avons des investissements sur l'hydrogène, nous avons parlé d'éoliennes dans la loi climat, nous avons parlé d'hydroélectricité ici, mais finalement la grande image, la grande stratégie énergétique de la France, eh bien on a du mal à la voir réellement. C'est la raison pour laquelle notre commission s'est emparée avec le groupe d'études énergie qui est présidé par Daniel Grémillet de cette séquence énergétique et nous aurons un grand travail qui va être réalisé au sein de notre commission et au sein du groupe d'études sur cette stratégie française de l'énergie qui nous semble évidemment être vecteur de compétitivité pour notre pays, essentiel également pour notre souveraineté évidemment au sein de l'Europe et notre souveraineté européenne. Voilà, Madame la Ministre, la restructuration d'EDF, c'est un débat qui n'est pas médiocre, que nous aurions dû avoir avant les élections présidentielles. Alors je sais bien que ce n'est pas dans l'agenda de communication du président, mais c'est un débat qui n'est pas médiocre et qui là apporte des points de vue très très différents, mais il me semble que c'est essentiel pour l'avenir d'EDF. Et puis la grande image de la stratégie française de l'énergie, c'est un débat qui nous occupera, je pense, dans les prochains mois. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, une énergie verte, une énergie flexible, une énergie décentralisée, nous avons besoin, nous l'avons tous dit ici aujourd'hui, nous avons besoin de cette hydroélectricité, nous devons la garder dans le domaine public, simplement parce que l'eau est un bien commun et que nous devons effectivement sécuriser cette ressource et en termes de souveraineté énergétique, la préserver. Avec donc un fonctionnement en quasi-régie des barrages hydroélectriques d'EDF qui reste notre option de référence, je le redis ici, elle nécessite un dialogue, et vous le savez, avec la Commission européenne, avec le Parlement, et les sénateurs, comme tous les parlementaires, ont tout loisir d'inscrire à leur ordre du jour ce débat qui est effectivement nécessaire. Je vous rejoins, Madame la Présidente. Ce débat, nous pouvons et vous pouvez le décider et l'avoir à tout instant, à chaque instant. Et nous l'aurons également dans une déclinaison législative puisque toutes ces dispositions seront appelées à être débattues au niveau du Parlement. Nous devons également avoir ces concertations avec les élus locaux et dans vos territoires respectifs, vous avez ces débats et je vous en remercie parce que ce plan B, il se dessine, il continue à se dessiner. Nous avons déjà beaucoup avancé, je crois, sur la conception de la régulation, notamment du nucléaire et de l'hydro, ainsi que sur l'organisation ou la réorganisation d'EDF, même si nous n'avons pas encore d'accord global. Je le redis, cette quasi-régie au sein d'EDF Holding, elle reste notre option prioritaire. Et donc, sans que nous ayons réellement la possibilité d'établir un calendrier et de fixer une échéance précise, il nous reste plusieurs mois de travail devant nous pour
continuer à débattre et pour présenter ce projet complet de réorganisation d'EDF, avec donc plusieurs étapes de cette réforme. D'abord, la conclusion de cet accord avec la Commission et la finalisation de l'organisation d'EDF et de ses filiales dans un échange avec les syndicats. Il ne s'agit pas non plus, évidemment, d'avancer et d'arrêter un modèle sans que ces concertations aient eu pleinement lieu. Et puis, donc, en parallèle, la préparation de ce véhicule législatif, ce projet de loi qui sera spécifique ou intégré à terme dans la loi de programmation énergie-climat à horizon de juillet 2023, vous le savez. Donc, ce débat parlementaire, il aura largement lieu, que ce soit à votre initiative ou bien dans le cadre de ce travail législatif à venir. Je vous remercie. Bien. Je vais mettre aux voix donc l'article 2 du projet de loi. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Donc, je vous demande de procéder au vote pour le scrutin public. Le scrutin est ouvert. Excusez-moi. Tout le monde a voté. Donc le scrutin est clos. Donc le nombre de votants 344, le nombre d'exprimés 335, pour 14, contre 321. L'article 2 n'est pas adopté. Les articles de la proposition de loi ont été successivement supprimés par le Sénat. Je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est donc pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour l'examen, dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe RDSE, de la proposition de loi tendant à reconnaître aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir. La séance est suspendue.